Alors nous évoquions tout à l'heure le Madagascar où le président affirme connaître un remède à base de plantes contre le coronavirus. Adam, avant la pause, vous parliez donc de cette rencontre avec Macron. Quand ça arrive à ce niveau, c'est que c'est très élevé. C'est très élevé et il y a une confiance et un attrait de satisfaction qu'il faut donner à la chose. Prenez le cas lorsque le cas de l'ail était évoqué et en Afrique du Nord, je pense que ça doit être le Maroc ou la Tunisie. Vous avez vu, c'est parce que les gens ne sont pas levés un beau matin comme ça pour se jeter sur le produit. C'est parce qu'il y a eu des essais cliniques sur des gens qui ont connu des satisfaits. Voilà pourquoi ça même grimpe, les prix ont grimpé. Aujourd'hui, les produits qui se citent par-ci, par-là, surtout en Afrique, c'est que ça a montré un degré de satisfaction, mais qu'on ne tend pas réellement parce qu'il n'y a pas derrière, disons, des personnages ressources qui puissent porter le projet. Ça fait que ça va dans tous les sens. Sinon, en temps réel, je pense que, et ça, je pense qu'il y a quand même l'OAS qui essaie quand même de faire avec ces chercheurs traditionnels qui ont prouvé sur d'autres pathologies des efficacités, sur des recherches. Je pense qu'ils ne dorment pas, sauf qu'aujourd'hui, c'est le monde, puisque c'est un mal du monde entier, on s'en préoccupe parce qu'on sait que quand c'est l'Occident qui va trouver la remède, ça va aussi aider l'Afrique aussi à pouvoir sortir. Donc ça fait que nos chefs d'État aussi sont réticents, ou les grands chercheurs sont réticents à pouvoir donc accompagner ces gens-là à pouvoir prouver son efficacité. Et même si ça se prouvait, je ne crois pas qu'aujourd'hui le monde, disons, lorsqu'on prend ces pays, les États-Unis, la France et ses consorts, puissent accepter que ce sont soit les remèdes africains qui puissent donc venir leur porter la solution. Ce serait pas, je n'y crois pas, mais je pense qu'à l'échelle continentale, il faudrait quand même qu'on ne se taise pas, il faudrait que ces recherches-là puissent continuer pour que nous, à l'échelle, nous puissions quand même trouver des solutions. Quand bien même que nous sommes des pays les moins touchés, ça va vite et je pense que les conséquences risquent donc de nous tirer derrière 10 fois de plus. Donc il faudrait quand même qu'on ne se taise pas, qu'on accompagne, il faudrait que ces fonds-là qui sont mis partout ailleurs puissent aussi leur servir de pouvoir continuer ces évolutions pour qu'on y voit au fini ce que ça peut donner. En fait, quand on regarde la façon dont ce qu'on appelle la médecine africaine fonctionne, c'est vrai qu'il n'y a pas tout ce protocole médical autour de la recherche, mais quand vous interrogez un certain nombre de personnes d'un certain âge, il suffit qu'on leur décrive la pathologie, la manière dont cela se manifeste, et ils vous disent associez ceci et cela, et puis vous le faites et vous êtes guéri. Le problème de l'Afrique, c'est que l'écriture vient de chez nous, mais nous ne maîtrisons pas l'écriture. Vous savez que, si je parlais tout à l'heure de toutes les familles africaines, pratiquement, il y a des secrets de guérison dans chaque famille. Et comment ça se transmet, c'est que le grand-père transmet au petit-fils, les petits-fils vont transmettre à leur fils. Ça reste une propriété familiale. Mais personne n'a le courage de pouvoir l'écrire pour dire, si vous prenez telle plante, vous ajoutez à telle plante, vous aurez tel résultat. Vous savez même que en pleine saison sèche, les Africains sont capables de provoquer la pluie, bien sûr, et de l'arrêter aussi. Rien qu'avec des herbes. Et il y a des essais. Vous faites toucher 2 herbes, vous aurez des éclairs tout de suite dans le ciel, quel que soit le temps. Mais personne n'ose écrire cela parce qu'on dit c'est un secret de famille, c'est un secret de notre concession ou de notre ethnie que nous devons garder. Voilà. Donc au même moment, les Occidentaux se pressent d'écrire tout ce qu'ils ont trouvé et ils essaient de protéger cela pour dire, voilà, ils brevettent. Et si tu l'utilises, c'est que tu dois me payer des droits parce que... Donc aujourd'hui, je crois que les gouvernements africains ont compris. Si vous prenez le cas du Togo, l'université de Lomé a commencé par faire un travail avec le soutien de l'État. Je crois qu'il y a au moins 100 millions injectés dedans. C'est mettre ensemble les chercheurs, les médecins, donc ceux qui sont de la médecine moderne, avec les tradithérapeutes et ceux qui travaillent avec les herbes. Le problème chez nous en Afrique, c'est que même si on connaît les herbes, on y ajoute le mystique, on y ajoute les paroles incantatoires. Et des fois, certains vieux meurent avec les secrets parce que tout simplement, les jeunes n'ont pas voulu les approcher ou parce qu'ils se sont fâchés et ils gâtent là. Et puis, il y a aussi l'incursion de l'Église qui a fait que, bon, puisque vous évoquez tous ces dimensions éthiques... Et le secret, c'est que les premiers prêtres qui étaient venus en Afrique étaient devenus plus guérisseurs que les charlatans parce qu'ils demandaient « Qu'est-ce que vous faites ?» Et eux, ils écrivaient tout ce qu'il y avait comme remède
Et quand les Occidentaux venaient, ils reprenaient ces écrits-là et continuaient. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains continuent par envoyer des plantes en Europe, sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ces plantes-là, pourquoi on recherche tant ces racines, mais c'est les mêmes racines et les mêmes plantes qui nous reviennent sous forme de comprimés. Le problème est très simple à gérer. Il faut que les gouvernements injectent un peu d'argent dans la recherche au niveau de la guérison par les plantes. Il faudra y croire finalement. Oui. Seconde chose, il faudrait qu'il y ait une collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Et donc les médecins ont intérêt à collaborer des fois avec des tradithérapeutes. Je ne parle pas des charlatans, des gens qui prennent une seule plante pour dire cette plante guérit 39 maladies. Ça, c'est des charlatans, des vendeurs d'illusions. Et si vous suivez bien les propos du président du Madagascar, il n'a pas osé donner les noms de ceux qui ont fait cette découverte. Parce qu'il y a aussi un problème d'assassinat de ceux qui arrivent à faire des découvertes. C'est une guerre de tranchées entre les chercheurs. J'ai vu un documentaire la dernière fois. Il y a beaucoup d'Africains aujourd'hui qui sont sollicités, même dans grands laboratoires, les services, dans les laboratoires occidentaux. Il y a beaucoup d'Africains qui sont aujourd'hui en Russie et aux États-Unis et qui font des découvertes formidables, mais qui sont obligés de se taire parce que c'est sous un institut ou c'est sous un laboratoire que vous travaillez. Ils sont servis d'un laboratoire. Que nos gouvernements en Afrique comprennent que l'Afrique peut trouver une solution aux problèmes du monde, notamment le problème du coronavirus. Nos plantes sont efficaces. Tout ce qu'il y a comme problème, c'est qu'on évite de faire du charlatanisme autour de nos plantes. Deuxième chose, qu'il y ait une collaboration entre la médecine moderne et traditionnelle. Troisième chose, suivons les étapes de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé dit, si tu es sûr que tel produit peut guérir cela, il faut franchir ces étapes-là. Et que les États mettent de l'argent dans la recherche. C'est pas les grandes firmes pharmaceutiques qui ne laissent pas... Et on fait du business avec la santé malheureusement des hommes. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, Samia, c'est que vous voyez, ce n'est pas seulement la question de coronavirus, parce que lorsqu'on prend aussi sur les autres recherches que les universitaires font, moi je suis un peu agacé lorsque j'entends des critiques sur ces personnes-là. C'est que nos États, même au niveau des recherches, vous prenez au niveau de l'économie, au niveau de la science, ces recherches-là sont faites, mais dorment carrément dans les tiroirs. Oui, mais attention, si on prend Ebola, Ebola, par exemple, ce sont les Africains qui ont... Non, je suis d'accord, mais il faudrait quand même que ça aille à l'échelle un peu supérieure, que les recherches puissent quand même permettre d'avoir des solutions, de pouvoir résoudre un certain nombre de solutions que nous avons dans nos pays. Or, nos États, on veut réellement aller importer quelqu'un de loin. Mais s'il y a, moi je connais un certain nombre d'aspects où l'État fait confiance quand même à nos chercheurs, au lieu d'aller dépenser des milliards ailleurs, on les a donnés, on a diminué les choses et puis ils l'ont fait. Donc il faudrait quand même que ça continue, que ce soit sur le plan économique, nous avons des problèmes, qu'on puisse quand même utiliser ces recherches-là. Oui, bien sûr. Pour faire même la campagne électorale, les gens vont chercher des Occidentaux. Il y a des ingénieurs, des slogans. Voilà, il y a des ingénieurs des Africains ici. Et ils ont fait des choses qui dorment et on les utilise pas. Donc ça décourage un peu lorsqu'il faut faire des recherches. Vous-même, vous mettez il y a des fois même des gens qui mettent leur fortune dedans et après tout ça ne sert à rien. Or, carrément, lorsqu'on prend un peu, vous voyez un peu les propositions concernant ces recherches-là que l'autre est venu offrir ici à coût d'1 milliard, il y a ces mêmes recherches que quelqu'un peut-être 5 ans avant a eu à faire et qu'on n'utilise pratiquement pas. Donc il faudrait de toutes les façons que nos gouvernants puissent faire confiance à nos chercheurs et utiliser les recherches qu'ils ont fait pour résoudre nos problèmes africains. Et il faut que nos chercheurs aussi s'approchent des gouvernants. C'est très important. Et c'est en cela on salue l'initiative de l'Université de Lomé. Il faut qu'il continue dans ce sens. Passons à notre second sujet, c'est beaucoup plus politique. C'est la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, directeur de cabinet principal allié politique du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a été placé en détention provisoire mercredi 8 avril au soir dans le cadre du programme dit des 100 jours. Il a passé déjà 2 nuits à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Au moment où nous sommes en train de parler, bien déjà, il y a quelques heures, il a été confronté à un certain nombre de personnes également accusées dans cette affaire. Ancien président de l'Assemblée nationale à 61 ans, il a été transféré peu après 19h30 à la prison de Makala dans le cadre donc de cette vaste enquête anti-corruption supposée marquer le renouveau. Adam Adjano, Vital Kamerhe
gros corrompu. Vous voyez le personnage dans cet habit? Je pense qu'il y a beaucoup de variables qu'il faut faire intervenir dans ce dossier-là. Parce que avant même d'aborder ce projet-là, qui lui crée aujourd'hui des ennuis, il faudrait aller encore plus loin. Vous vous rappelez, il y a eu une question de 15 milliards, je pense. Oui, 15 millions d'euros. Voilà, où normalement, qui devait être destiné dans un compte. Or, il était aussi l'ordonnateur, carrément le bras armé de pouvoir donc gérer ce fonds, ou du moins de pouvoir le mettre à la disposition de l'État. On a vu quand même la manière dont ce fonds-là a été géré, s'est retrouvé dans un autre compte. C'est vrai qu'il a été après tout retrouvé, mais ça, au niveau du trésor public, cela ne les a pas satisfaits. Et lorsque vous prenez une co-gestion d'un pays comme celui-là, surtout concernant le projet qui était censé être un projet qui devait donc donner confiance à la population congolaise sur les engagements pris par Tshisekedi lors de sa campagne. C'est vrai que c'est une coalition, la coalition Cash, où Vital Kamerhe fait partie, et aussi il y avait Kabila aussi. Donc c'est une co-gestion. Et sur cet aspect-là, il y avait des yeux très regardants sur ce projet. La réussite de ce projet-là faisait croire à la population que Tshisekedi allait réussir un mandat. Et là, on voit carrément que, c'est vrai, au vu des 100 jours, on ne peut pas réellement procéder à tous les appels d'offres. C'est vrai, il y a l'entente directe, ce qu'ils appellent le gré à gré, qui peut éventuellement, puisque cela n'est pas exclu dans les procédures de passation de marché, certes, mais aller dans les ententes directes où les marchés sont attribués jusqu'à 84%, et que ce soit les 15% seulement des marchés qui sont attribués dans les normes, ça voudrait dire qu'il y a problème. Mais là aussi n'est pas le problème. Mais il faudrait quand même qu'on ait l'efficacité de ce décaissement-là dont il était chargé à un moment donné, puisqu'il était chargé aussi de la surveillance, je crois aussi, de ces projets-là également. Ce qui n'a pas fait. Et je pense qu'il faut saluer en même temps le travail qu'a fait l'inspection générale, qui a eu à déblayer tous les acteurs autour et qui a eu des informations accusant le Kamerhe avant même de l'interpeller. C'est vrai, à un moment donné, il était interpellé comme étant témoin de la chose, mais lorsqu'on confronte, on sent qu'il y avait des réticences à donner sur un certain nombre d'aspects de la question, parce que tu ne peux pas être ordonnateur d'un fonds et ne pas maîtriser réellement le pourquoi vous décaissez ces fonds-là. C'est facile de pouvoir dire aujourd'hui qu'on mette cette question sur le dos de la politique, mais au-delà de ça, il faudrait quand même voir si réellement ces dirigeants-là ont l'intérêt général à cœur. C'est là le problème, parce que lorsque vous n'avez pas l'intérêt général à cœur, on peut beau investir le problème, les gens ne vont pas se développer. Et ça, c'est une réalité. C'est ce qu'on essaie aujourd'hui d'assister, donc je pense qu'il faudrait déjà, il y a eu un pan du sujet qui a été abordé où on a fermé juste les yeux sur la question, étant donné les gros, les lourds poids, et puis le pays venait de sortir, disons, des élections. On ne pouvait pas, disons, entremêler cette question-là, et puis ils sont tués. Mais sur cette question-là, il faudrait quand même que les gens répondent. Et ça, il faudrait qu'il prouve, parce qu'il est ordonnateur, il a la liberté de pouvoir prouver le décaissement des fonds. Mais s'il ne le fait pas, ça voudrait dire quelque part que ça cloche. Ça cloche. Alors, Vivien, de toute façon, Vital Kamerhe ne peut pas dire « je ne sais pas où l'argent est passé ». C'est lui qui est l'ordonnateur des dépenses. Non, c'est clair, mais sauf que nous sommes à un moment de coronavirus où il faut parler de la règle et de l'exception. Est-ce qu'aujourd'hui, la règle, c'est enfermer-les, ou c'est plutôt l'exception qui devrait être enfermer-le? Parce que là, on ne peut pas comprendre pourquoi, dans plusieurs États en Afrique, on veut confondre les choses. Nous sommes en guerre contre le coronavirus. Ça ne veut pas dire qu'il faut asphyxier l'économie de nos pays. Mais en même temps, il faut savoir classer les urgences. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Ensuite, c'est curieux qu'au Sénégal, à côté, on a jugé bon de demander à M. Hissène-Habré, malgré tout ce qu'on lui reproche, d'aller se reposer à la maison pendant qu'on lutte contre le coronavirus, de peur qu'il ne soit infecté. Et au même moment... son âge avancé, bien sûr. Oui, son âge avancé. Et au même moment, Kamerhe, se retrouve dans les geôles. La Makala, l'une des prisons les plus surpeuplées d'Afrique. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire de Kamerhe?
Et apparemment... En même temps, Vivien, quand vous êtes directeur de cabinet, ancien président du Parlement, donc vous avez occupé de hautes fonctions, et que vous comportez comme un vil individu, vous allez être traité comme ça. Oui, parlant de détournement dans nos pays africains, vous savez, c'est souvent les petits poissons qui sont arrêtés. Il n'est pas petit poisson. Les gros poissons de cabinet. Les gros poissons. C'est un gros poisson. Les gros poissons sont là. Il y a des gens qui ne sont pas... Dans nos pays africains, il y a des personnes qui ne sont pas au perché, qui ne sont pas président de l'Assemblée nationale, directeur de cabinet de la présidente de la République, mais qui détournent des milliards. Des milliards. Alors aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un directeur de cabinet détourne les fonds qui sont destinés à une mission bien déterminée, mais en même temps aussi, on ne doit pas oublier quand même le côté politique. Si bien que beaucoup d'analystes disent... Ou bien quoi? Non, pas un règlement de compte, mais monsieur Tshisekedi... Kamere est de l'UNC qui a longtemps été allié de Kabila. Oui. Et les Kabilistes considèrent que c'est un traître. Et il y en a même qui se réjouissent de ces déboires. Vous savez qu'aujourd'hui, quel que soit le cas, monsieur Tshisekedi est président, ça fait pas longtemps, mais bientôt il y aura les élections. Et est-ce que monsieur Kamere ne veut pas aller aux élections? Si, il veut y aller. Alors, le problème, c'est quoi? Je ne vais pas parler du concept d'Oedipe aux antipodes, parce que en réalité, Oedipe doit tuer son père pour pouvoir vivre. Mais dès que le papa sait que, ou bien sent que Oedipe pourrait faire ce complot, le papa peut aussi vite noyer Oedipe. Maintenant, sur le plan politique, je crois qu'il y a quand même des problèmes, que ce soit à ce moment qu'on choisisse d'interpeller M. Kamere, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports qui étaient sortis et qui parlaient de cette mauvaise gestion avant même que la crise du coronavirus ne soit exacerbée. Voilà, donc on ne comprend pas pourquoi on a attendu que la crise sanitaire arrive à ce niveau. C'est pas ça. Le dossier suivait son cours normal. C'est une coïncidence parce qu'on est arrivé à la fin de l'instruction. Mais aujourd'hui, la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment est-ce que cela peut se faire pendant tout ce temps sans que le patron ne sache? Il y a aussi cette question. Il y a beaucoup qui se posent cette question. Oui. Vital Kamere, c'est le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, donc du président de la République. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il a pu faire des choses sans que le président n'ait été au courant? Voilà. Vous savez, le problème est que, vous savez, Vital Kamere est directeur de cabinet. Mais n'oubliez pas, je parlais tout de suite de co-gestion du pays. Ça ne voudrait pas dire que tous les dossiers qui passaient par Vital Kamere tombaient tout dru, parce qu'il y avait des rouages qui interférait également dans ces dossiers-là, parce que c'est vrai, Vital Kamere est un transfuge du camp de Kabila, et par rapport à cela, vous savez, les jeux politiques qui existaient entre les deux formations, que ce soit Cash et Kabila, parce que on estimait que, même si aujourd'hui, beaucoup estiment que c'est l'œil regardant de Kabila qui est Kamere, il n'a pas totalement la main libre, parce qu'il y a quand même des interférences. Raison de plus. Mais ce qui est important dans ça là, c'est qu'il faut, c'est vrai, coronavirus est arrivé, mais en aucun pays aujourd'hui on a évoqué la question d'arrêt systématique de fonctionnement de l'État. Ça veut dire que tous les dossiers suivaient normalement leur cours. Oui. Et on a dit c'est toujours pour achever la phase d'instruction qu'il a été gardé, parce que on estime qu'il y avait trop de gros poissons dans le dossier, qu'on pouvait même, si on les relâchait, peuvent influencer le cours de l'instruction. Voilà pourquoi on l'a gardé. Ils ont parlé de 5 jours comme étant donc le délai minimal qui peut être prolongé au gré du coronavirus. Donc ça voudrait dire quelque part que on ne va pas tout le temps évoquer la question du coronavirus en estimant que voilà, donc il y avait des dossiers qui étaient là, qu'il faudrait donc arrêter carrément. Donc c'est vrai que les gens sont libérés pour dépeupler un peu nos lieux carcéraux, mais au-delà de tout, ça n'empêche quand même pas que les gens et d'autres aussi vont reprendre la parole. Mais si vous estimez que c'est parce que c'est la période de libération des détenus qu'il faudrait donc exceller dans les mauvaises choses, je pense que c'est l'arrivée de vous rattraper. Et ça, je pense que ce dossier-là, c'est en cela que Issé Nabré est un exemple. Non, vous savez, quel que soit le nombre d'années qui passent, on peut toujours vous rattraper pour vous rappeler à la justice. Oui, mais ça là, je pense que Tshisekedi
ne peut pas se taire là-dessus parce que d'abord, c'est un projet pilote qui dessinait carrément la gouvernance qui doit mener du pays pendant 5 ans. Et ça lui donnait d'ailleurs même de la confiance au niveau des partenaires internationaux à pouvoir agir sur le développement du pays. Parce que n'oubliez pas qu'il y a plein de problèmes dans ce pays-là. Et Tshisekedi veut être un président de la rupture. Si vous le permettez, il veut être un président de la rupture et il a parlé de la corruption. Il ne peut pas admettre à côté de lui, lorsqu'il met quelqu'un sur un dossier, il a l'ordonnancé du dossier, du truc là, c'est pas qu'il ne sache pas. Personne ne peut dire c'est pas Tshisekedi qui a ordonné à ce que l'inspection générale puisse aller plus loin de ce dossier-là. Il a dit il n'y a pas de copinage dans ce dossier-là. Nous avons des alliances, nous faisons une cogestion, mais il n'y a personne. On ne peut pas faire. Parce que c'est un projet pilote, cela risque réellement d'impacter. Parce que, n'oubliez pas, ce dossier-là a fait même ressusciter le fait qu'on dise que c'est Caméré qui serait quand même le dauphin de Tshisekedi. Comment ça a été le cas même dans notre pays avec d'autres coalitions de l'Europe, même si on sait que les accords ne concernent que les politiques, ça c'est clair. Mais il faut savoir que on ne peut pas occulter simplement la question politique, mais il faut quand même avoir une gestion assez saine de la chose. On doit dire, bon, tout ça, ce n'est qu'une affaire politique et oublier le fait que de l'argent a été détourné et il y a un responsable. Non, on ne peut pas dire que c'est une affaire politique ou bien nous sommes en crise sanitaire, donc on peut gérer le pays comme on veut. Non, ça, c'est pas possible. Il faudrait que tous ceux qui sont coupables des crimes, y compris les crimes économiques, répondent. Mais il faudra voir aussi les normes. Aujourd'hui, si je veux te nommer directeur de cabinet, c'est que j'ai quand même eu une certaine assurance. Et aucun président des fois même militaire, aucun chef d'État ne peut rester pendant 2 ou 3 mois sans avoir un compte rendu régulier de la gestion des affaires par son directeur de cabinet. Voilà. Un directeur de cabinet, c'est la personne qui est plus en contact avec le président. Oui, voilà. Aujourd'hui, il y a ce flou-là à ce niveau. Parce non, il n'y a pas de flou. Si le président Tshisekedi ne peut pas dire que depuis là, avec tout ce qu'il a comme service de renseignement, avec tout ce qu'il a comme service de contrôle, et il a lancé son projet de lutte contre la corruption depuis un moment, on ne peut pas dire que c'est au soir qu'on se rend compte que M. Caméré était en train de bouffer l'argent. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est respecter les droits. Mais on est en matière judiciaire. Oui, mais il faut respecter le temps de l'instruction avant de commencer par mettre la main sur aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est respecter les droits de M. Caméré. Quel que soit le cas, il a toujours la présomption d'innocence jusqu'à ce que le procès ne détermine sa culpabilité réelle. Pour le moment, il est accusé, mais attendons que le procès détermine s'il est coupable ou non. Mais il ne faut pas occulter aussi la partie politique. Non, et il est important ça aussi qu'on tienne compte du contexte sanitaire aujourd'hui. Parce que apparemment, il y a d'autres pays qui voudraient emboîter les pas à ces pays qui envoient certains responsables, fautifs ou pas, en geôle. Et c'est dangereux pour nos pays. Pour le moment, je voudrais que les politiciens africains, les dirigeants des pays d'Afrique, puissent mettre l'accent sur la lutte contre le coronavirus. Ça ne veut pas dire que le pays est en veilleuse, non. L'État continue pas à fonctionner. Mais quand on est en guerre, on ne va pas vérifier pourquoi le prêtre a fait sonner la cloche avant 6 heures. On essaie de voir l'essentiel. Pourquoi il sonne la cloche? Est-ce qu'il demande aux gens de se rassembler alors que le rassemblement est interdit? Ça, on peut le vérifier. Donc, pour le moment, il ne faudrait pas qu'on essaie de distraire ou de détourner le regard des Africains de l'essentiel. L'essentiel présentement, bloquons la route au coronavirus. Et on aura tout le temps. Dans 6 mois, moi je pense que si tout marche bien, dans 6 mois, si les gouvernements africains arrivaient à tenir le coup, à mettre un peu de la pression, à faire un peu de dictature avec leur population pour que tout le monde respecte les mesures de sécurité, on peut, dans 6 mois, régler nos problèmes politiques. Mais pour le moment, occupons-nous de la crise. Alors voilà, c'est aussi un des arguments du conseil de Vital Caméré. Ils disent que Vital Caméré, jusqu'au moment où nous sommes en train de parler, c'est toujours lui le directeur de cabinet. Il n'a pas encore été remplacé. Il a une adresse connue, donc on ne va pas lui faire subir d'abord l'humiliation
d'une détention provisoire. Ensuite, dans un contexte sanitaire où on connaît les conditions de détention à la Makala, il aurait mieux valu le laisser à la maison et... Pourquoi pas en résidence surveillée? Oui, c'est discutable, mais au même moment aussi, faut pas oublier l'aspect où Vital Kamerhe aurait pu demander à ces militants de ne pas se regrouper. D'abord, ce sont des motifs de culpabilité également, parce qu'il a été interdit. Et lui, c'est un homme politique. Il est un homme politique à ce niveau. Se victimiser. Tout à fait. Donc, c'est dans la même logique. C'est dans cette même logique que le tribunal a bien expliqué que ce sont des gros poissons. Comme il peut influencer le cours de la chose, donc ils sont une détention préventive. Et ça aussi, c'est normal. On ne va pas l'occulter. Mais au même moment, moi, je me dis, si nous devons parler de la question sanitaire, il n'allait pas accepter à ce qu'il y ait dans des attroupements lorsqu'il était convoqué au niveau du tribunal pour être entendu. Parce que d'abord, on ne l'avait pas interpellé pour le garder. Au premier abord, il était interpellé tout comme un témoin pour être écouté. Et être écouté ne veut pas dire qu'il faut quand même évoquer toute la population. On nous dira que ce sont des regroupements spontanés, mais ce qui n'est pas vrai. Nous sommes réellement aussi en situation politique. Ce sont des proches. Si tu je ne dis pas ça. Ça dit que ta famille, tes amis, tes collègues vont se mobiliser. Je suis d'accord, mais ça, il t'appartient, toi, étant leader de l'étude. L'État l'a interdit. L'État l'a interdit. Et ça, c'est clair pour tout le monde. S'il a fait ça, vous devez dire quelque part qu'on se reproche de quelque chose. On ne peut pas accepter de grandes manifestations. Non, on a dit des regroupements, c'est clair. On a dit des regroupements du cartel effectif. Ne doit pas être là. C'est pratiquement normal que sa famille, ses amis, ses collègues se mobilisent. Mais vous violez carrément les instructions de l'État. Non, ce n'est pas ça. Vous tentez quand même. Ce n'est pas ça. Si tout de suite quelqu'un vient pour t'interpeller, quel que soit ce que tu as fait, nous, tes amis, ta famille, ta femme, tes enfants vont se mobiliser. Mais c'est pas normal. Est-ce que c'est normal dans une situation de guerre? Qu'est-ce qui n'est pas normal? Mais c'est pas normal puisque l'État l'a interdit. Même une personne coupable a toujours le droit de voir sa famille. Je ne dis pas non, mais ici, on parle de leader politique. A le droit d'avoir les relations avec sa famille. Non, un leader politique, je pense que la bonne foi aurait permis. Si l'autorité même a choisi le moment où il n'est pas important de se rassembler parce qu'on a peur du coronavirus. Si c'est ce moment qu'on a choisi pour venir prendre quelqu'un de force ou l'interpeller ou le jeter en prison ou l'humilier, je crois que les citoyens aussi doivent se mobiliser. On va partir pour la grande pause. Malheureusement. Les avocats, on va aller à la grande pause et on revient juste dans une dizaine de minutes.